Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Les mouvances anti-lumière, seconde partie. Donc on revient sur la cartographie, sur la mouvance des anti-lumières. Et donc la cartographie est organisée avec des cercles concentriques qui parlent de différents mouvements. Enfin, on va faire de gauche à droite. Il y a la partie anti-flic. Donc, comme je disais, c'est assez contre-intuitif pour nous de parler d'anti-police. Après, comme on dit, c'est la façon dont on dit anti-flic ou la décivilisation. Ça veut dire que c'est des personnes qui prétendent lutter contre les violences policières au nom de la justice sociale et qui réellement installent l'impuissance publique face aux psychopathes, aux bandes, aux gangs et aux mafias. Alors peut-être préciser d'abord que le centre donc, de ces cercles concentriques est cliquable et que tu viens de lire le début justement d'une notice. Voilà, c'est ça. Et que toutes ces notices sont organisées avec des micro-rubriques, c'est quelques lignes. Ce qu'ils prétendent faire, donc l'apparence, qui est toujours auquel on peut tout à fait adhérer, lutter contre les violences policières au nom de la justice sociale, c'est tout à fait noble et moi je signe. Et ce qu'ils font réellement. Ce qu'ils font réellement, c'est livrer la population aux prédateurs. Et ensuite, on enchaîne avec leurs méthodes idéologiques, l'impact réel, et puis quelques liens pour aller un peu plus loin, quelques textes de nous ou pas d'ailleurs, qui permettent d'approfondir un petit peu la question. Donc systématiquement, les gens nous demandent mais pourquoi vous avez mis ci, vous avez mis ça. Il suffit la plupart du temps de cliquer et on a un semblant d'explication. Du moins, on avance un petit peu plus dans l'explication. Et effectivement, donc les anti-flics, c'est pas du tout c'est une contestation de l'institution policière dans la perspective d'une justice sociale, mais c'est vraiment dans sa volonté de créer un chaos local et de livrer les lieux aux bandes organisées. Voilà. Après, c'est aussi une recréation de la réalité. Ça veut dire qu'ils sont dans un imaginaire où en fait la banlieue serait harmonieuse et la police arriverait et casserait tout. Et après, ceux qui vivent dans les quartiers sont très conscients que voilà, il y a énormément de problèmes liés à la délinquance. Il y a pas mal de trafic de drogue. Il y a des mafias et en fait des mafias, c'est-à-dire des gangs, des personnes qui vivent de... Les narcos, maintenant, ça devient vraiment évident qu'il y a des quartiers entiers qui sont livrés à la loi des narcos. Donc nous à la limite, si c'était uniquement des contrôles intempestifs qui gêneraient les populations locales, effectivement, il y aurait besoin de personnes anti-police qui s'organisent. Mais là, c'est des gens qui, en même temps, sont très très tolérants avec les mafias, donc ils sont liés aussi un peu plus bas, on parle des rappeurs anti-flics. La plupart du rap, même mainstream maintenant, était anti-flic, et avec c'est pas du tout un discours anarchisant ou gauchisant 68 arts, c'est vraiment je vends de la drogue, je me fais plus de thunes que toi, espèce de sale flic, je vais te défoncer la gueule. Enfin, c'est zéro point de vue politique, et n'importe quelle personne politisée à gauche normalement devrait dénoncer ça. Et non, c'est rigolo. Voilà, par exemple, c'est des gens comme Raphaël Arnaud qui fait partie de LFI maintenant, je sais plus exactement si il est NPA ou LFI, mais en tout cas il a été élu grâce à LFI. Et c'est des personnes comme ça qui vont au concert de Médine, qui est un islamiste homophobe, etc. Des gens qui vont soutenir des personnes ouvertement, je pense à Freeze Corleone, qui dédicace Hitler quasiment dans toutes ses chansons. Ça pose pas de problème. Les antifascistes ne le voient pas, même vont défendre Freeze Corleone contre l'interdiction, parce que c'est un gentil mec de quartier qui déteste les flics, donc ça va dans leur discours. Alors là, très clairement, on est vraiment dans la contradiction qu'on a évoquée un peu tout à l'heure dans la première partie. On est vraiment présent d'une extrême droite. Tu dis que le discours du rap est zéro politiquement. En fait, c'est pas zéro du tout. C'est vraiment l'éloge de l'extrême droite. C'est l'éloge de la violence, c'est l'éloge de la prostitution, où la femme est rabaissée à moins que rien. On fait l'éloge du viol.
C'est l'éloge de la drogue, de la réussite pour soi, de la délinquance. Donc le programme politique, là, est clairement fasciste. Il faut dire les mots. C'est pas du tout un mot que j'apprécie parce que le fascisme est un mouvement politique situé historiquement. Mais on l'utilise à tort et à travers. Si on doit vraiment l'utiliser, et on doit l'utiliser à propos de ce genre de discours-là. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté, il y a la violence, il y a la misogynie et et voilà, c'est ça, c'est c'est vraiment L'antisémitisme, on peut l'avoir l'antisémitisme aussi. aussi, oui. Voir Le racisme, hein. le racisme anti-blanc notamment, qui s'exprime assez clairement dans le rap, hein, depuis le tout début. Tu connais mieux que moi, mais ce sera assez facile de tracer le racisme anti-blanc depuis 40 ans dans le rap français. Après, c'est le racisme anti-blanc, c'est plus par de temps en temps, en fait, c'est un peu. Après, c'est très difficile. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse une émission sur le thème du rap. On va essayer de trouver des invités qui ont des choses à dire dessus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours en fait, on ne sait pas si c'est le quartier qui influence le rap ou si c'est le rap qui influence le quartier. C'est-à-dire que le racisme anti-blanc, souvent, il est dans les expressions, etc. Mais il est, par exemple, l'antifascisme, l'anti-flic et la misogynie. Je pense que c'est vraiment ce qui arrive en premier dans les valeurs du rap. C'est vraiment ce qui est développé. Et après, le racisme, on va le voir plus dans le côté racialisme, le côté afrocentrisme, qui est plus là au cœur du rap, c'est-à-dire le côté faut respecter la terre-mère nourricière africaine, et donc en fait c'est plus ce côté racialiste qui va apparaître plus que frontalement du racisme anti-blanc, mais forcément ça dérive, puisque si le blanc est coupable de tout, à un moment donné le blanc du quartier faudra qu'il paye, quoi. Oui, il y a aussi un antisémitisme latent qui est assez fort, parce que ça faisait partie des critères qu'on avait listés d'extrême droite, l'obsession d'un bouc émissaire. C'est toujours les autres qui sont responsables du malheur dans lequel on est. Voilà, que ce soit les flics, que ce soit les juifs, que ce soit les blancs, etc. Autre dimension du rap qui est clairement d'extrême droite, c'est qu'il est profondément islamiste. Oui, il y a profondément, oui, il y a dans la culture rap, il y a une espèce de choses qui revient souvent, c'est le côté Black Muslim, les musulmans noirs, donc dont la figure de Malcolm X qui est beaucoup mis en avant. Et c'est vrai qu'il a fait le lien avec l'immigration maghrébine. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, Médine, c'est un peu vu comme une blague au départ, dans les années 90, quand il arrive. C'est un peu étrange de voir des gens du Havre se revendiquer utiliser des mots islamistes tout le temps. Et maintenant, petit à petit, il a influencé le rap et il a une place quasi centrale. En fait, quand on pense maintenant le rap conscient, c'est un peu une étiquette un peu absurde, mais Médine vient en premier à l'esprit, quoi. Donc le rap conscient, c'est Médine, pour rappel, c'est quelqu'un qui était président d'honneur du Havre de Savoir. Havre de Savoir, qui est en fait une association du Havre qui est liée aux frères musulmans. Donc quand on lui a rappelé, il a essayé de nier, parce qu'il y a eu de temps en temps il y a des polémiques en fait sur le rappeur Médine. Et malheureusement, souvent, les médias se contentent de dire que l'extrême droite attaque un pauvre rappeur qui est très gentil, etc. En fait, c'est une personne qui est ouvertement homophobe, qui a eu des propos antisémites c'est toujours un peu crypto-antisémite, mais qui, quand on lui a rappelé, ah bah vous avez fait partie de cette association, ah non, moi je connais pas du tout. En fait, il a été président d'honneur, et des vidéos où il dit qu'il est président d'honneur. Enfin, il y a une espèce les gens ne veulent pas y croire, mais c'est vraiment un acteur politique islamiste.
et qui est copain comme cochon avec tous les antifascistes, qui dit non, mais je suis pas vraiment homophobe, donc il va passer dans les cercles néo-féministes, etc., sans problème. Je pense qu'en réalité, il y a aussi, tout à l'heure j'ai parlé de l'incrédulité qui saisit beaucoup de gens lorsqu'on parle de l'alliance des contraires, les islamo-gauchistes, ou l'alliance entre les woke et les obscurantistes. Je pense qu'il y a aussi une incrédulité en face de la barbarie que l'on entend dans le rap. Et des positions qui, pour un esprit français moyen, ne peuvent qu'être ironiques ou du second degré ou provocateurs plutôt. Voilà, on s'imagine que c'est la provocation systématiquement et que ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensent, ce que ces gens pensent. Voilà. Donc incrédulité quand on entend des islamistes, quand on entend des racialistes, des indigénistes, on n'y croit pas vraiment. Et en fait, c'est un déni. Au fond, c'est un déni profond de ce qui est en train de se passer, exactement comme ce que la France a connu à la fin des années 30, lorsque, en face de la montée de l'Allemagne hitlérienne, en France, il y avait un esprit munichois, qu'on a appelé rétrospectivement munichois, de gens qui ne voulaient pas la guerre, évidemment, parce qu'il y avait eu 14-18 derrière, c'était la der des der, et qu'il était hors de question d'avoir une nouvelle guerre, donc les gens ne la voulaient pas, donc ils ne la voyaient pas. Voilà. Et aujourd'hui, souffle un esprit munichois terrible. On ne voit pas la barbarie, on ne voit pas l'extrême droite obscurantiste, on ne voit pas tous ces discours comme des éléments de la réalité. Il y avait justement il faut savoir que Médine avait été accueilli aux journées d'été des écologistes. Et il y avait cette question qui revenait, mais vous invitez un homophobe, antisémite, et la réponse était bon, ça fait partie de la culture rap, quoi. C'est dommage, c'est pas bien, mais malheureusement c'est comme ça, quoi. Il y a une espèce de, oui, c'est ça, c'est comme si c'était on retrouve tout le temps le côté sadomaso, c'est-à-dire que on ne peut rien reprocher aux victimes qui sont éternellement victimes. Et du coup ils se retrouvent piégés, quoi. On prend le package rap si on est antiraciste. Dedans il y a des gens qui disent vive Hitler, et il faut pas le critiquer, faut surtout pas le critiquer. Oui, alors d'abord on va peut-être pas s'éterniser à propos du rap, même si c'est important. Deux choses. D'abord, cela vaut uniquement, je crois, pour des rappeurs d'une certaine origine. Je crois que les rappeurs blancs n'ont pas droit à une telle mansuétude. Je crois qu'il y a quand même des limites. On a vu le côté Orelsan qui s'en était pris un peu plein la tête pour tous les autres, quoi. Je pensais à ça, voilà. Et d'autre part, on a là l'expression d'un véritable racisme, pour le coup, où on a derrière la bien-pensance de gauche une tolérance, entre guillemets, vis-à-vis de ces bons sauvages, en fait, que sont les Noirs et les Arabes, les musulmans, qui racontent un peu n'importe quoi, qui ne savent pas trop ce qu'ils racontent. On peut les laisser chanter du rap de toute façon, bon, ça n'a aucune conséquence dans la réalité. Au fond, on les craint parce que bon, ce sont des gens un peu inconnus, un peu menaçants malgré tout, qui deviennent de plus en plus nombreux. Mais en tant que bien-pensants, on ne peut pas le dire, donc on considère que les prendre de haut est toujours la meilleure des réponses. Ça permet de les maintenir dans un ghetto mental. Ghetto sociologique, ghetto institutionnel. Là, on est au sein du paradoxe de ce que Daniel Siboni appelle la culpabilité narcissique. On l'avait invité d'ailleurs à Hérétique lors d'une émission, sobrement intitulée d'ailleurs La culpabilité narcissique, je crois, la culpabilité de l'Occident, dans lequel il décrit très bien cette mécanique de l'occidental qui prend l'autre avec un grand A de haut, prend sur lui les méfaits de ces minorités en disant que si les musulmans deviennent islamistes, c'est à cause de la violence de l'Occident, c'est à cause de son racisme, c'est à cause de sa colonisation, etc. Et en fait, l'autre est complètement déshumanisé et déresponsabilisé au profit d'une mégalomanie de la part de l'occidental, qui au fond est à l'origine de tout.
Et en face, on a un mécanisme un peu complémentaire. C'est pas Sibony qui en parle, là c'est moi, mais il ne s'est pas vraiment opposé à l'idée. Un complotisme victimaire, où en face on a des gens, c'est très visible dans le rap, hein, avec un discours où ce sont des gens qui sont coupables, qui sont victimes de tout, dû à un complot qui les entoure. C'est le discours vraiment islamiste officiel. Hein. L'islam est toujours victime d'un complot anti-islam, ourdi par les juifs, en dernière analyse évidemment. Mais c'est ce qu'on trouve chez les racialistes et les indigénistes. S'ils sont malheureux, c'est à cause d'autres personnes qui manigancent contre eux. Donc une complémentarité, là encore, entre les woke, les déconstructeurs et les obscurantistes. Et c'est terrible, on a vraiment une machine là qui s'est mise en place et qui est en train de broyer ce qui reste de mouvement d'émancipation en Occident. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la catégorie racialiste, ne pas passer à droite, mais en bas de la cartographie, puisque ça s'enchaîne plutôt bien, parce qu'on tombe assez rapidement sur la figure d'Assa Traoré, qui est tombé un petit peu, malheureusement, dans les oubliettes. Effectivement, il y a Adama Traoré qui a été victime absolue d'une bavure policière. Et donc, il y a le mouvement Adama Traoré, qui est Justice pour Adama, avec Assa Traoré, qui a été coopté par ça. C'est nous qui en parlons, mais parce que c'est pas très médiatique. Mais Youssef Brakni est très très proche d'Assa Traoré. Il lui donne quasiment un discours prémâché. Et ça, c'est des choses qui sont ce qu'on revient là sur la partie anti-flic. C'est vrai que Adama Traoré, quand on voit le cas, on se dit mais il se tire une balle dans le pied, c'est pas possible. Enfin, c'est une personne qui est très violente, qui a un casier judiciaire long comme le bras, mais la famille on disait, pour caricaturer, la mafia Traoré, c'était un peu exagéré, mais c'est quand même une famille qui a dû pourrir la vie du quartier. La ville, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que la réaction, parce que il y a plein de choses qui sont vraiment, c'est pas le cas quand les gens luttent contre un état de fait sur les violences policières, ils prennent un cas exemplaire pour montrer que des fois, voilà, il y a des injustices. Là, c'est l'inverse. On a l'impression qu'ils ont pris le pire des cas. Personne s'échappe 3 fois de suite et est retrouvé et finalement suffoque. Donc effectivement, le non-lieu qui a eu lieu sur les policiers, les 2 policiers sont noirs. Enfin bon, le début d'ailleurs de la campagne d'Assa Traoré commence par dire c'est pas du racisme. Et après, effectivement, la récupération politique fait que ce serait le même cas que Floyd, etc. Donc de tout mélanger un peu. Et c'est vrai que quand on regarde dans les détails, en fait, il y a Youssef Brakni, qui est Assa Traoré, qui est plutôt d'origine d'Afrique noire, et Youssef Brakni, lui, est plutôt il représente plutôt le côté musulman, nationalité algérienne, et c'est vraiment un militant aguerri des mouvements qui disent antiracisme, mais il commence par le mouvement islamique de libération. Ensuite, il a fait des choses qui sont vraiment, qui normalement auraient dû le tuer politiquement. Il soutient par exemple le candidat musulman Jimmy Parat quand il se fait exclure de son groupe municipal parce qu'il a comparé l'IVG à un meurtre. Il fait des actions contre les féministes du PC qui traitent de racistes et d'islamophobes. Et après, il est plutôt dans les mouvances indigénistes. Et en fait, c'est des gens qui font un peu le lien entre différents mouvements et vraiment qui sont très efficaces pour faire des campagnes qui sont relayées par les presses qui sont forcément très antiracistes, donc ils sont prêts à relayer n'importe quelle chose. Et pour l'histoire, c'est aussi le compagnon de Fatima Wassak. Et là, peut-être je peux te laisser parler du mouvement de l'écologie décoloniale, qui est en fait une espèce d'OPA des antiracistes, des pseudo-antiracistes sur l'écologie.
qui mélange à peu près tout. Enfin, le Wassac, alors elle est vraiment médiatiquement correcte. Elle est invitée 36 000 fois dans Télérama, dans Les Inrocks, dans Mediapart, etc. Et en fait, le départ de ses actions, c'était en fait, en gros, on peut pas manger dans les cantines. Mes enfants sont obligés de manger de la viande non halal, donc je vais faire une campagne pour les repas végétariens. Donc voilà, ça c'est l'écologie de Fatima Wassac, c'est ça. C'est elle qui disait aussi, alors, très anti-flic, pour ça qu'elle est aussi de ce côté-là. La Carto, c'est elle qui disait aussi qu'elle avait très peur que ses enfants sortent à cause des flics. Elle avait très peur que ses enfants soient raflés, comme les Juifs dans les années 40, je crois. On n'est pas loin de ça. C'est vraiment complètement délirant. Puisqu'on est dans ce coin, je voudrais revenir un tout petit peu sur le pôle racialisme qu'on a fait qu'effleurer avec Assa Traoré, Daniel Obono, Rokhaya Diallo, etc. Lorsqu'on clique au centre, on a une petite définition et on dit ce qu'ils prétendent faire, dénoncer le racisme systémique de la société française. Dénoncer le racisme, de tout le monde est entièrement d'accord, et nous en premier. Ce qu'ils font réellement, c'est qu'ils promeuvent leur race, entre guillemets, pour obtenir des passe-droits. Le principe est d'établir au contraire une société racialiste, c'est-à-dire hiérarchisée racialement, ce qu'on appelle très pudiquement la discrimination positive. Ce qui se passe aux États-Unis, ce sur quoi les mouvements pro-Trump sont en train de revenir, ça pourrit évidemment le débat, absolument, et c'est pas du tout minoritaire, puisque on a eu un ministre qui appartenait à cette mouvance-là, c'est pas Pendiaï, qui a une petite notice sur la cartographie, et bien méritée, c'est moi qui l'ai rédigée. Elle est très informative. En passant sur la cartographie, donc il y a des figures qui ont une écharpe tricolore. Il y a quelques petits logos qui apparaissent, l'écharpe tricolore étant pour désigner les personnes qui ont exercé ou qui exercent une fonction dans une institution républicaine. Voilà. Et puis... Oui, il y a aussi c'est vrai que c'est toujours en miroir. Christine Taubira aurait pu être aussi du côté des racialismes, mais on l'a mis plutôt du côté décolonialisme. Oui, absolument. Alors peut-être aussi là une explication, ça permet, avant d'en venir à l'écologie décoloniale, une petite différence que l'on fait entre le décolonialisme et l'indigénisme, qui est peut-être artificielle, mais qui me semblait, moi, assez parlante. Le décolonialisme est en haut, parce que il vise justement à décoloniser, entre guillemets, c'est-à-dire il vise à en finir avec les vestiges des politiques coloniales, c'est dans la notice, et qu'en réalité, ils sont en train de détruire tout l'héritage humaniste dans tous les domaines. Voilà. C'est ça ce qu'ils appellent le décolonialisme. En fait, c'est désoccidentaliser dans ce que l'Occident avait de meilleur, parce qu'ils récupèrent de l'Occident le pire. Évidemment, c'est-à-dire l'aspect pro-technologie, pour eux, il est incritiquable. On va en parler dans l'écologie décoloniale. Ils ne vont pas critiquer la technologie. C'est des gens qui vont, au contraire, accompagner l'inflation technique. Ce ne pas des gens qui vont critiquer l'accumulation capitaliste, les décoloniaux. Absolument pas. Au contraire, donc ce sont plutôt des gens qui visent dans le décolonialisme à éliminer de l'influence occidentale qui pour nous est la plus précieuse. L'indigénisme, on l'a mis en bas, je l'ai mis en bas, parce que ce qu'ils prétendent être, c'est des acteurs qui mettent en avant la spécificité culturelle, et pourquoi pas, on peut être très fier d'être breton, très fier d'être auvergnat, très fier d'être algérien ou comoréen. Dans la réalité, ce sont des gens qui travaillent exactement comme les racialistes à une mise en hiérarchie des différentes ethnies. C'est-à-dire que le mot, en fait, indigéniste, est très étrange, puisque en fait, les indigènes, c'est ceux qui appartiennent, c'est les peuples autochtones. Et là, c'est des gens qui sont issus d'origine étrangère. Le mot, ça vient d'indigènes de la République, c'est-à-dire les indigènes qui étaient les autochtones d'Algérie.
Mais du coup, un indigéniste, un indigène en France, c'est un Algérien qui est pas chez lui. Enfin, c'est étrange d'utiliser ça. Et surtout que c'est vraiment des gens qui, pour le coup, sont vraiment ouvertement anti-blanc, anti-indigène en fait. C'est pour ça que tu le mets. Ou la mouvance Et par anti-indigène. contre, dans le conflit israélo-arabe, ils vont aussi, ils vont pour le coup regarder les choses, c'est-à-dire que les Palestiniens, ce sont des autochtones, et beaucoup d'Israéliens sont au contraire des allochtones, c'est-à-dire viennent d'autre part que de la région. Mais là, pour le coup, ils vont bien voir les choses. Donc, c'est uniquement, en fait, ce sont des gens qui utilisent les mots dans le sens qui les arrange. C'est pour ça que nous sommes aussi dans une perspective de destruction également du langage. Là aussi, il y a un personnage qui peut être intéressant dans cette mouvance-là. Il y a Wissam Gzelka qui est YouTuber, enfin qui fait beaucoup de choses sur Internet, des télévisions sur Internet via Twitch. Il y a comment ça s'appelle, le Parole d'honneur, qui a été d'ailleurs qui est une émission financée au départ par Kerry James et qui est en fait une émission politique. Alors pour le coup, un peu comme Boutedja, on a l'impression qu'il casse tout le discours euphémisant, etc., construit. On a l'impression qu'ils sont tellement idiots, je pense pas que ce soit le cas, hein, mais qui détruisent à peu près tout à chaque discours. Et là, il y avait récemment, donc ça fait moins de 2 mois, il y avait dans une émission sur le communisme et l'islamisme, enfin et l'islam, communisme et l'islam, il y avait Wissam qui disait dans le quartier, la mosquée joue un rôle que les cellules du PCF jouaient dans les années 1950. Elle encadre, elle rassure, elle socialise, elle protège. Donc c'est une phrase qui a beaucoup fait parler, mais c'est assez étonnant qu'ils le disent ouvertement. Donc, alors qu'officiellement, comment l'islamo-gauchisme n'existe pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de prendre en plus pour modèle le PCF pour relancer l'islamisme dans les quartiers. C'est surtout ça qui est frappant. C'est qu'il le prend, je pense, au premier degré. C'est-à-dire que pour lui, l'héritage du PC est très bien. Très bon. Pour lui, je pense que l'action du Parti communiste depuis qu'il existe en France est excellent et il veut en poursuivre l'action. C'est ça au fond. Pour nous et pour n'importe qui a un tout petit peu réfléchi à la question, le Parti communiste est un parti qui, en France, bénéficie d'une mansuétude absolument incroyable eu égard à les monstruosités qui a fait avaler à des générations de militants honnêtes de gauche et d'extrême gauche. Le PC, c'est le parti qui a couvert le stalinisme durant des décennies entières. C'est ça le PC, c'est le parti qui a accompagné, qui a provoqué, accéléré la mort du mouvement ouvrier en Occident et particulièrement en France. C'est eux qui ont imposé une chape de plomb intellectuelle durant toute l'après-guerre, jusqu'à mai 68, on va dire. L'héritage du PC est catastrophique pour n'importe quel militant d'émancipation. Que lui se réclame de l'héritage du PC, avec son maillage territorial dans les banlieues, où il a supplanté les structures du mouvement ouvrier pour créer une police politique, d'où étaient exclus tous les militants dissidents, après par exemple la révolution hongroise et l'intervention de l'URSS en 1956. C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. C'est pour ça que moi je les aime beaucoup. C'est des gens qui disent ouvertement les choses, Gzelka et Boutedja. C'est transparent. Alors Boutedja, ça fait 20 ans qu'elle sévit. Elle a bénéficié d'une mansuétude hallucinante durant 15 ans, jusqu'à son livre sur les Juifs et nous. Et depuis, bon, à gauche, à l'extrême gauche, on commence à réaliser qu'elle sent effectivement le soufre. C'était évident depuis le début, à peu près, qu'elle était liée aux mouvances les plus régressives de l'islam et du racialisme. Voilà.
les gens ouvrent leurs yeux que maintenant, c'est terrible. C'est assez terrifiant de voir l'amnésie, à la fois un mélange d'amnésie et d'aveuglement. Bon. On en vient à l'écologie décoloniale, rapidement. Oui. Alors, je vais être rapide parce que on a fait une émission sur le sujet, retranscrit sur le site le collectif Lieu Commun. Dans lequel j'approfondissais un petit peu l'analyse de cette mouvance-là. Juste le principe est que c'est d'attribuer, en gros, les problèmes écologiques à l'Occident. En gros, voilà. De lier, en réalité, les mouvances indigéno-décoloniales à l'écologie à travers la détestation de l'Occident. Étant donné que les milieux de l'écologie politique sont moribonds intellectuellement depuis 40 ans, on peut y aller. Il n'y a vraiment rien de vraiment nouveau du côté de l'écologie politique, qui n'est en réalité qu'une poursuite sous une couleur différente du gauchisme classique. C'est un discours qui s'est imposé très rapidement. Et aujourd'hui, c'est rare d'avoir des discours écologiques qui soient capables de contredire cette posture-là. Voilà. C'est-à-dire de dire que non, l'Occident n'est pas entièrement responsable des dégradations écologiques, ce n'est pas dans l'essence de l'Occident que de détruire son environnement. L'Occident apporte est porteur de ressources absolument extraordinaires, ne serait-ce que l'écologie politique qui est une invention occidentale. Des figures qui l'illustrent, c'est bien sûr la célèbre Sandrine Rousseau, évidemment, qui a sa fiche comme il se doit, mais également depuis les municipales de 2019, tous les maires verts, avec à leur tête, par exemple, Éric Piolle, le célèbre maire de Grenoble. Voilà. Et d'autres, alors il y a aussi il y a des mouvances islamistes qui tentent une entrée dans l'écologie. Ça reste relativement marginal, mais je pense qu'ils sont quand même gros de beaucoup de possibilités à travers le lien entre le halal et le bio. Et puis le discours de l'islam qui prétendrait être une religion écologique, notamment la revue Reporter, qui par ailleurs peut faire un bon travail, leur ouvre leur colonne assez régulièrement, avec des propos qui sont profondément débiles, mais qui passent parce que les écologistes sont à la recherche d'un peuple, en fait, et pensent le rencontrer à travers la figure du musulman, de l'étranger, du migrant, du sans-papier, du banlieusard. Donc ils vont les chercher assez régulièrement sous des formes plus ou moins caricaturales. Et le problème de cette écologie décoloniale est qu'elle s'étend à peu près toutes les mouvances écologistes. Voilà. On pense à Extinction Rébellion qui sont là, Europe Écologie Les Verts, bien sûr, Reporter, Génération Climat, Greta Thunberg, bien sûr. On n'a pas parlé, elle n'est pas sur la carto, mais elle a une évolution qui est très très claire depuis quelques années. Elle était partie pour le climat et là elle part pour la Palestine. Beaucoup de choses sont dites. Et un peu dans la même optique, il y a la partie féminisme islamique. Donc c'est pareil, il y a là pour le coup, et l'écologie décoloniale, c'est un peu la rencontre en fait entre les deux, entre le haut et le bas de la carto. Il y a un peu les deux qui sont là. Du côté féministe, il y a la partie néo-féministe. Donc c'est pareil aussi, on renvoie aussi une autre émission qu'on avait fait sur le Mirage MeToo qu'on avait fait avec Sandrine Procoris, et qui donc c'est aussi une manière en fait de voir le néo-féminisme. Déjà à la base, c'est assez controversé. C'est un peu comme le postmodernisme, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement critiquer l'Occident, etc., qu'ils en arrivent à détruire les acquis du féminisme historique. On peut s'arrêter d'ailleurs là-dessus parce que c'est un mouvement qui est généralisé à toutes les zones, enfin toutes les mouvances du haut de la cartographie, où ils récupèrent le meilleur de l'héritage occidental pour le retourner contre lui-même. Le néo-féminisme, on dirait vraiment un mouvement qui est conçu pour détruire le féminisme.
Très clairement. Même chose avec les mouvances scientifiques dont on a parlé un petit peu au début. La critique de l'oppression policière est fondamentale. Là, elle sert presque uniquement, semble-t-il, à discréditer toute possibilité de contester un régime autoritaire. C'est-à-dire que le mouvement pour l'égalité, l'égalité et l'équité entre les sexes devient en fait l'espèce de haine quasi assumée de l'homme. C'est assez étrange parce qu'on se dit, bah voilà, c'est quand même la moitié de l'humanité. Par exemple, on a des personnages comme Alice Coffin qui dit je ne veux plus lire de livres écrits par un homme, des choses assez déjà contradictoires avec le projet initial. Et puis, comment à chercher le conflit tout le temps dans les détails et par ailleurs à faire des alliances avec des mouvements les plus régressifs possibles, quoi. Les islamistes, donc via souvent des pseudo-associations féministes. On pense à l'association Lalab, qui était fondée en 2016 et qui était proche du prédicateur Tariq Ramadan. Et donc il y a des relais en fait. Les islamistes s'organisent et font des comités de femmes. On peut pas vraiment dire que ce soit des comités féministes et qui vont faire du lien avec les néo-féministes qui sont en recherche en fait. C'est elles qui vont les chercher. Je pense à l'association d'Alice Coffin à JL qui avait décerné des prix à J+, sur le côté LGBT+, en fait, qui fait la promotion finalement d'une chaîne qatari qui évidemment récupère tout ce qui traîne, donc forcément l'Occident est méchant et homophobe. C'est pas du tout le même discours qu'ils tiennent en interne, enfin dans leur pays. Le média Al Jazeera, c'est très amusant, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même discours s'ils s'adressent aux Occidentaux ou à leur public, enfin à leur propre pays. Et donc pour moi ça me fait penser vraiment à l'écologie décoloniale, c'est-à-dire que ils prennent un mouvement déjà existant et ils vont le phagocyter, faire de l'entrisme avec des méthodes un peu proches de ce qu'on avait chez les lambertistes, trotskistes. Et comme les mouvements en question sont moribonds ou mal en point, l'écologie décoloniale comme le féminisme, l'entrisme est d'autant plus facile. Ça, c'est très clair. Et en fait, j'y pense maintenant, je place une idée qu'on aurait dû exprimer un peu plus tôt, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de ces mouvements du haut de la carto, les déconstructeurs, qui ne sont en réalité qu'une rationalisation de une déliquescence occidentale. C'est-à-dire que les relations entre les sexes, entre les genres, sont problématiques en Occident. Un mouvement féministe a existé durant des siècles. Il n'est pas du tout dû juste aux années 60. Il date de bien plus longtemps, que l'on pense tout simplement au rôle des femmes durant la Révolution française. Même auparavant, c'est un mouvement qui est fondamentalement structurant de l'Occident. Il a débouché aujourd'hui, pour de multiples raisons, sur une sorte de confusion des genres qui peut être tout à fait passagère, où on ne sait plus trop ce que c'est qu'être un homme, être une femme, être en couple, ce que c'est que la fidélité, ce que c'est que l'amour, le sexe, etc. Et cette confusion, plutôt que de l'affronter et de tenter de poser d'autres normes, d'en discuter, d'inventer des formes de vie, de coexistence, on a des mouvances qui vont expliquer que ce flou-là, cette déliquescence est normale et très bien, en fait. C'est ce qu'on appelle vraiment une rationalisation au sens le plus plat du terme. On va expliquer que ce qui se déroule est très bien. Voilà. Ce qu'on trouve un peu plus loin, d'ailleurs, à propos, par exemple, des mouvances sans frontiéristes dont on va parler, ou pro-immigration, même si le terme est pas très bon. On a en fait des mouvements migratoires qui sont énormes, transcontinentaux, sur lesquels on a très peu de maîtrise. Des gens vont nous expliquer que c'est très bien. Voilà. Tout simplement, en dehors de tout raisonnement rigoureux, de toute vraie réflexion, on va simplement expliquer que ce qui se déroule est très bien. Donc on va rationaliser les choses. Même chose à propos de l'islam. Nous vivons de fait, de par ces mouvements migratoires, une islamisation de la société. Il ne faut pas avoir peur du mot. C'est un mot qui décrit ce qui se passe. L'islam a de plus en plus de place dans notre société. Les islamo-gauchistes vont expliquer que c'est très bien.
indépendamment de la valeur de cette... il faut en discuter, on en discute d'ailleurs, est-ce que c'est bien, qu'il y a des bons côtés et mauvais côtés. Les islamo-gauchistes ne vont qu'expliquer que ce qui se passe est très bien. Donc il y a tout un mouvement en fait, de rationalisation qui sont en fait un mouvement d'impuissance. C'était un réflexe d'impuissance. On est impuissant en fait de ce qui se passe. Bon, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, avoir l'impression d'avoir une prise sur ce qui se passe, on va dire que c'est très bien. On fait un peu du surf, quoi, en fait. On suit la vague. C'est vraiment suivre la vague. C'est pour ça que tous ces mouvements-là, il ne faut pas non plus les surestimer, c'est-à-dire qu'ils sont surpuissants, ils provoquent tous ces mouvements-là. C'est plutôt, là, c'est peut-être un côté marxiste, hein, c'est vraiment la superstructure qui suit l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se déroulent, des tendances profondes, des tendances lourdes dans nos sociétés, et c'est simplement des discours qui les accompagnent. Je pense à Houriye Boutelja, qui est un personnage relativement important. On peut dire, ah, mais quel talent elle a, c'est extraordinaire. Elle ne fait rien d'autre que rationaliser un ressenti de migrants qui se sentent de moins en moins en minorité, qui sentent que la société française se déhydre de l'intérieur, qui peuvent jouer sur leur identité, leur double identité, le flou, la peur du racisme, etc., et qui peuvent opérer un petit chantage. Il y a de plus en plus de gens qui ressentent cette chose-là. Houriye Boutelja ne fait que leur expliquer que c'est très bien et qu'il faut continuer. C'est pas tellement elle qui a de l'influence, elle surfe vraiment effectivement sur un phénomène sur lequel personne n'a réellement prise. Je pense que c'est une idée qui est importante pour savoir de quoi on parle. C'est pour ça que notre discours est vraiment anticomplotiste. On ne dit pas que tout est planifié, on dit au contraire qu'il y a des phénomènes qui se déroulent et que des gens a posteriori justifient ces phénomènes-là. Je rebondis sur ça, effectivement, parce qu'il y a le côté... des micro-identités trans. Là, ça apparaît moins parce que malgré tout, le début de la carto était il y a un peu longtemps. Le mouvement trans a énormément enflé depuis. Mais il y a une espèce de... chacun se recroqueville en fait sur son identité, à parler sur les réseaux, à s'inventer des vies, etc. Et on nous dit, comme on oppose comme discours, un peu celui de Mélenchon, on n'arrête pas le progrès, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir de critique dessus. Si demain tu veux être un homme, tu seras un homme, etc. Il n'y a pas de réflexion matérialiste dessus. Il y a juste un accompagnement. Le Strass, c'est pareil. On va dire il s'appelle travail sexuel, c'est la prostitution. On avait à une époque la gauche était contre la prostitution. Ça a été aboli par exemple au temps de la Commune. Là, il n'y a aucune réflexion. En fait, on voit que le système libéral, capitalisme, a des outils qu'on peut pas contrecarrer. La GPA, c'est pareil, on peut rien faire. Donc, on va accompagner en fait tous ces nouveaux marchés capitalistes et être dans la pseudo-subversion. Et donc voilà, c'est pour ça que tout le monde s'y retrouve au niveau libéral, qu'on retrouve des. Enfin, c'est vrai que Libération, Les Inrocks, l'Obs, France Inter, c'est pas non plus c'est pas des gauchistes au sens économique, hein, c'est plutôt c'est plutôt du libéralisme qui est prôné et du libéralisme culturel, et en fait c'est un accompagnement qui se fait et qui pousse en fait, qui pousse à la radicalité, mais qui ouvre le chemin à des phénomènes qui existent. Tout à fait, oui. On peut parler de deux mots, mais rapidement, parce que d'autres cartos s'en sont occupés, de l'islamo-gauchisme en haut et de l'islamisme en bas, bien sûr. Alors là, on ne peut que renvoyer la cartographie sur l'islamo-gauchisme, même si elle date un peu, et en dessous, sur l'islamisme, on ne peut que renvoyer à la cartographie de la galaxie des frères musulmans, qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus rigoureuse. C'est donc évidemment deux mouvances qui sont extrêmement complémentaires, avec des gauchistes en haut qui ont tout perdu de la gauche historique en réalité. On parle de la gauche ou du gauchisme, mais ça n'a plus grand-chose à voir. Qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui est pro-religion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pro-islam, particulièrement. C'est une religion qui est quand même la plus régressive, peut-être aujourd'hui, et de la plus agressive au niveau mondial. En tout cas, qui a le plus d'influence, le plus de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui est pour l'immigration, alors que traditionnellement, jusque dans les années 80, la gauche était anti-immigration. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est une gauche qui a perdu tous ses repères, et qui croit trouver dans l'islam un ressort, à la fois une ressource populaire,
puisque c'est une gauche qui n'a plus aucun impact dans les milieux populaires autochtones français, ou plus grand-chose. Et c'est une gauche surtout qui retrouve dans l'islam cette fibre totalitaire dont on parlait au début de l'émission, puisque c'est une gauche qui quand même a couvert, on parlait du PC tout à l'heure, c'est une gauche qui a couvert les pires massacres du XXe siècle. Et elle retrouve dans l'islam ce levier de la terreur qui l'a fait fantasmer. Voilà. Et dès qu'elle est dominante quelque part, on le voit, elle fonctionne à la menace, à l'intimidation. C'est ce que l'on voit à la fois du côté du gauchisme et du côté évidemment de l'islamisme. Plus intéressant, les deux pôles les plus à droite, sans frontiérisme en haut et les lobbies pro-religion au milieu. Alors, lobby pro-religion, on va avoir du mal à en parler parce que les copains qui s'étaient occupés de cette partie-là ne sont pas là. On comprend ce qui se passe. C'est une alliance de l'œcuménisme en réalité entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec des figures qui sont plus ou moins connues, comme Samuel Grybowski, auquel on avait consacré une émission. Les militants du multiculturalisme avec Aline Girard, qui nous avait raconté par le menu de tout ce réseau-là, extrêmement intéressant. Et puis, on a aussi des gens qui, comme Ab Benour Bidar, avaient bien commencé dans la critique de l'islam et qui, aujourd'hui, est en train de passer à un discours très consensuel. Et bien sûr, on a la vigie de la laïcité, ou l'ex-vigie de la laïcité, avec le trio de tête. L'Observatoire de la laïcité qui a été dissous, en fait, puisque c'était un repère de gens qui étaient très proches des islamistes, qui est assez étonnant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils faisaient des rapports où tout allait bien. Tout allait toujours bien dans le meilleur des mondes. Après Samuel Paty, c'était un peu plus compliqué d'y croire. Avec le terme, on observe la laïcité. C'est la laïcité qu'il faut surveiller. Ce n'est pas les religions. On observe la laïcité. La remarquez pas de moi, j'ai trouvé qu'elle était tombée, elle visait dans le mille. Et qui était en fait à la fermeture de l'Observatoire de la laïcité, il y a la vigie de la laïcité qui a été recréée, qui reprend les mêmes personnes, donc Jean Bobéro et Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne. Nicolas Cadenne qui fait le lien parce qu'il est adhérent aux dernières nouvelles à Europe Écologie Les Verts. Donc là, voilà, on a aussi un lien assez clair. Et puis on a la conférence des évêques de France qui semble être un repère de personnalités dont l'horizon, au fond, est de rétablir un concordat en France. C'est-à-dire de revenir sur la loi de 1905 de laïcité, de séparation de l'État, de l'Église et de l'État, et d'installer un système concordataire, néo-concordataire. D'ailleurs, avant de s'appeler lobby pro-religion, le pôle, le cercle concentrique s'appelait les néo-concordataires. Et puis, après discussion, il s'est trouvé que le terme n'était pas tout à fait exact. Mais le principe est vraiment d'établir en France un véritable multiculturalisme, un véritable État multiconfessionnel. Puisque sous l'appellation de laïcité, ce sont des gens qui veulent placer les libertés religieuses au-dessus de tout. Voilà. Et d'en finir, c'est dans la notice qu'on a écrite, en finir historiquement avec le modèle laïque, assimilateur et républicain. Voilà. On avait fait aussi une émission directement sur la laïcité. Et ce qui est étonnant, ce qui est dans ce discours-là, c'est réduire la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et en fait, ça apparaît anodin, mais cette façon de présenter les choses, c'est en fait pour remettre les religions, en fait, comme si la laïcité permettait à toutes les religions de coexister. En fait, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est un peu compliqué de dire ça en quelques phrases, mais c'est la liberté de conscience. Et c'est autant sur le politique que le religieux. Déjà, il n'y a pas à se focaliser sur le religieux. Et c'est aussi faire un moment où Allah et Jéhovah et n'importe quelle religion disparaissent des classes et qu'on parle d'autre chose, en fait. Et le fait d'avoir des éléments comme Samuel Grybowski qui ne parle que d'une définition très particulière de la laïcité,
faussent le débat, et justement c'est une manière pour eux d'introduire la religion à l'intérieur des écoles. Tout à fait. On en parlait avec Catherine Webb-Kinsler dans l'émission sur laïcité, athéisme et auto-institution. Dernier ensemble présent de sa cartographie, en haut à droite, les sans-frontiéristes, donc des gens qu'on appelle pro-immigration ou immigrationnistes, mais le terme est embêtant parce que la question justement est sommes-nous encore dans un contexte d'immigration? Mon avis étant que non, ce n'est plus l'immigration que nous vivons, ce sont des migrations. La nature de ces mouvements-là a changé. L'immigration, c'est ce qui est né à la fin du 19e et jusqu'à la fin du 20e siècle, avec un processus d'assimilation, avec un processus d'intégration dans une société. Là, le principe est au contraire d'établir des sociétés multiculturelles et d'éclater l'unité des peuples pour éviter le retour de cette satanée extrême droite et le retour du nazisme. Voilà. Et alors là, on a dans ce pôle-là, dans ce cercle-là, par exemple, Hervé Lebras, qui est vraiment une référence absolue universitaire qui ne cesse de chanter les louanges de l'immigration. Alors l'immigration aujourd'hui est un terme qui divise. On a l'impression que la défense de l'immigration est une prérogative de la gauche et que être contre l'immigration, c'est être de droite. La réalité est très différente. Dans l'histoire, l'immigration a été un projet patronal, voilà, de manière à augmenter la pression sur la main-d'œuvre. Ce que Marx appelait l'armée de réserve, évidemment. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Les emplois les plus précaires sont occupés par les migrants. C'est des emplois qui n'existeraient pas ou seraient modifiés, mieux payés, dans des meilleures conditions, si jamais il n'y avait pas cette main-d'œuvre corvéable à merci. Comme on dit, c'est très étonnant d'entendre des gens qui se prétendent de gauche défendre l'exploitation des main-d'œuvre étrangères. Bref, Hervé Lebras donc. Et on se retrouve aussi en compagnie du pape François, qui malheureusement a rejoint son créateur et qui a été un militant pro-immigration de manière hallucinante, sans frontières là aussi. Alors lui, pour le coup, il est du côté empire, parce que impérialiste, parce que l'Église, toujours se rappeler que l'Église catholique est un morceau de l'Empire byzantin et de l'Empire romain en exil, et qu'elle est réduite au territoire du Vatican, mais que l'ambition est toujours de faire régner les lois du Christ sur terre, et que ce n'est pas du tout un hasard, puis on le retrouve de ce côté-là. C'est très étonnant finalement, ouais, les positions pro-islamiques quasiment qu'a eu le pape François. Très très surprenant, il a une fiche qui est très détaillée, c'est moi qui l'ai faite. On est obligé de voir ça, oui. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il faut voir dans la description qu'on en fait, parce qu'il y a une fiche détaillée dessus, c'est que c'est quelqu'un qui est issu de la théologie, enfin d'une partie de la théologie de la libération, et en fait, c'est la victime qui est érigée en... Comment ça va au-delà du christianisme classique, et en fait, il constate vraiment que l'Occident est en train de... démographiquement baisse, et il compte sur les immigrés pour remplacer l'Occident. Enfin, c'est assez étrange. En fait, il préfère des musulmans plutôt que des athées. Voilà. Ouais. Et on peut dire qu'il est la rencontre, puisqu'effectivement il est issu d'un courant en fait concurrent à la théologie de la libération, donc il est sous influence marxiste. En fait, il est à la confluence, il était le pape François à la confluence entre donc le deuxième monothéisme, le christianisme, le troisième monothéisme, l'islam, avec lequel il était extrêmement complaisant, et le quatrième monothéisme, le marxisme-léninisme. Là, il concentre vraiment, lui, la convergence de tous les monothéismes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est la fin des sociétés porteuses de projets démocratiques. On peut dire ça comme ça. Et c'est une figure qui est très, très... tous les gauchistes l'ont adoré, évidemment. Toute la gauche l'a adulé. Ce qui trahit aussi une nature profondément religieuse de la gauche contemporaine. Voilà. Pour finir, peut-être quelques mots à propos de l'extrême droite qu'on a mis tout en bas du côté fondamentaliste. Alors, au début de l'émission, on a dit qu'il n'existait pas d'extrême droite française.
Malgré tout, on l'a mis parce qu'il y a quand même des résidus. On a mis Alain Soral, Égalité et Réconciliation, qui me semble exprimer la quintessence de cette extrême droite française, même si, à écouter, je connais mal Alain Soral, il a des positions qui sont tellement caricaturales que j'ai toujours eu l'impression que c'était une traduction française de l'islamisme. Et de fait, il a une audience extraordinaire auprès de jeunes musulmans. C'est très, très étonnant. Et on l'a pas dit, ouais, mais il y a pas mal de militants de la France insoumise qui sont issus du mouvement soralien. Oui, tout à fait, ça se retrouve. Je parlais d'ailleurs Wissam Gzelka qui dit qu'il a commencé par être politisé sur ça. Mais même des gens qu'on trouve à gauche, qui ont commencé par le soralisme, dont en fait le ciment fondamental est l'antisémitisme. Très clairement, Soral est obsédé par la figure du juif, comme le musulman de base d'ailleurs, qui est là pour des raisons plus historiques. Ce qui est étonnant, c'est que chez Soral, c'est qu'il n'y a pas ce fond catholique qui normalement nourrit cet antisémitisme qu'on trouve par exemple chez Civitas, la Fanif pour tous, etc. Il y a aussi la figure d'Alain de Benoît, qui est quelqu'un qui, là pour le coup, on aurait pu en parler tout à l'heure à propos de la nation, est pro-empire. Il est vraiment, mais pour un empire occidental. C'est ça où on peut revenir sur le début un peu de l'émission, c'est qu'en fait l'extrême droite telle qu'on l'appelle, elle est anti-lumière. C'est-à-dire elle s'oppose à la Révolution française. Et là, en fait, il y a une espèce de... Justement, les antifascistes font un complet contresens. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils se disent antifascistes, mais ils sont anti-Occident. Et l'Occident, pour l'extrême droite, c'est le mal. C'est en fait, ils sont... qu'on avait l'émission, d'ailleurs, on renvoie encore une autre émission, mais il y avait Rastier qui parlait de Heidegger. Heidegger, c'est des mouvements anti-lumière qui s'opposent à l'Occident, qui trouvent que l'Occident, le péché originel, a combattu Dieu et le seul but, c'est d'en sortir, c'est de rappeler Dieu. Et donc on retrouve avec tous ces mouvements Civitas, la Manif pour tous, qui sont, alors des fois il y a quelques alliances. On va dire que les islamistes sont tellement à droite que c'est difficile, même avec ces gens-là, de faire alliance. Mais quand même, il y a la Manif pour tous qui a eu des alliances avec certaines personnes islamistes, puisqu'effectivement, ils se retrouvent sur des choses communes. Et là, c'est plus si on avait fait une carto sur la Belgique, il y aurait eu plus de liens, notamment sur tout ce qui va être les mouvements LGBT qui vont essayer de faire des choses dans les écoles, où là, il va y avoir beaucoup plus de convergence entre les extrêmes droites. Entre l'extrême droite, on va dire, traditionnelle et les islamistes. On peut renvoyer à l'émission sur l'islamisation de l'Europe, qui a été fait avec Fadila Maroufi. Et puisqu'on est dans les ponts aussi, du côté de l'écologie, on a fait une bonne émission avec Christian Lévesque, qui est un écologue, qui a écrit un bon livre qui considère à raison que l'écologie est traversée d'un créationnisme dans lequel on retrouve un fond religieux, et on l'a détaillé dans l'émission avec Arnaud Blaret, sur l'écologie, justement la théologie de l'écologie, puisque il a détecté, il a détaillé toute une enquête sur les théologiens qui influencent les discours écologistes dans les grandes instances internationales, effectivement, dont le principe est de décrire une création divine, créée une fois pour toutes, qu'il ne faudrait pas déranger. Voilà, en dehors de toute considération humaniste. Donc on se retrouve effectivement avec des mouvances religieuses, un fond religieux en tout cas qui irrigue un petit peu tout, et un mouvement anti-occidental au sens où il s'agit d'en finir avec des sociétés compliquées, capables de réflexivité, de réflexion, des démocraties qui ne savent pas trop où elles vont, qui se posent beaucoup de questions, et la volonté d'en revenir derrière à des sociétés plus simples, théocratiques, avec des principes intangibles et des gouvernants qui savent où ils vont.
Pour ajouter par rapport à ça, justement, on a focalisé un peu sur la partie totalitarisme venu de l'Est, l'Union soviétique, et sur l'islamisme. Il y a aussi effectivement une convergence avec les pratiques un peu New Age ou obscurantistes de l'écologie, en fait. Ça veut dire qu'il y a certains écologistes, finalement, qui sortent de la rationalité, qui nous parlent de religion, de communier avec les arbres, et ça peut être vu comme rigolo, mais il y a un fond d'irrationalité qui est assez inquiétant. C'est toute la vraie question, parce que c'est une vraie question aussi. On a l'impression d'aller de Caraïbes en Scylla, puisque on aurait le choix entre une société hyper rationalisée, bureaucratique, technicisée, et un monde spiritualisé, avec une religion omniprésente, avec une science qui ne serait plus vraiment une science, et des croyances qui prendraient le pas sur les savoirs. Voilà. Et toute la question de l'écologie, que devrait travailler l'écologie, c'est ça, ce sont la rationalité et ses limites. Et ce qui serait autre que rationnel et la manière dont on pourrait l'appréhender. C'est une véritable question. Mais c'est le principe même de ce questionnement qui est remis en cause par les Lumières. Les Lumières, pour renouer avec le tout début de l'émission, les Lumières, c'est la capacité d'interrogation. Et tous ces gens-là, au fond, veulent en finir avec l'interrogation libre. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'émission Les Mouvances Anti-Lumière avec Quentin Bérard et moi-même, Michael. Rendez-vous dans 15 jours pour écouter un nouvel entretien qui sera certainement avec Georges Bensoussan sur le conflit israélo-arabe. Vous pouvez retrouver les liens des documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.